Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent L'incandescence de l'amour, avec Marianne Chaillan, Chloé Delhomme et Léonore de Recondo, animé par Serge Michel et enregistré le dimanche 3 septembre au Casino de Morges. Bonjour, bienvenue. Vous pourriez boire des mimosas au bord du lac, mais vous êtes avec nous, donc merci de votre présence nombreuse. Bonjour à toutes les trois. Je vais vous présenter. On va parler de l'incandescence de l'amour. Donc, en cas de départ de feu, les sorties de secours sont au fond de la salle. Après des siècles à nous faire raconter l'amour par des auteurs, je suis très contente d'accueillir 3 autrices pour discuter de ce sujet. Chloé Delhomme, dans Pauvre folle, un train file vers Heidelberg. À son bord, Clotilde Mélis recompose le puzzle de sa vie à l'aune des différents chocs qui la composent. Choc esthétique avec sa découverte de la littérature, choc traumatique avec le féminicide de sa mère dont elle a été témoin, choc amoureux, choc militant, on en reparlera. Léonore de Recondo, le titre de votre 10e roman, Le Grand Feu, en dit long sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Les eaux de Venise ne suffisent pas à éteindre la flamme de vos personnages. Hilaria est née à la fin du XVIIe siècle. Elle grandit dans l'amour de la musique, puis dans l'amour tout court, après sa rencontre avec Prudenza et le frère de Prudenza, Paolo. Marianne Chaillan, bonjour. Vous êtes philosophe. Dans votre dernier ouvrage, À la folie, passionnément, vous enquêtez sur la place du désir amoureux dans nos vies, sur son pouvoir, mais aussi ses dégâts. Faut-il se laisser aller au désir ? Peut-on décider de s'en protéger ? Ma première question est pour vous. Si je m'en tiens donc au titre de cette table ronde, l'incandescence de l'amour, pourquoi diable associe-t-on si souvent l'amour à l'incendie, à la flamme, à la combustion ? Je pourrais creuser la métaphore pendant longtemps. Ce qui est paradoxal, puisque probablement dans la salle, nous sommes un certain nombre à nous souhaiter de vivre l'expérience amoureuse, et pourtant, comme vous le rappelez, nous associons cette expérience à celle d'une incandescence, d'un feu, et donc nous souhaiterions, nous, de brûler, d'être soumis à cette expérience extrêmement douloureuse. C'est parce que ça emporte, ça déchire complètement l'être que nous étions avant que d'être saisis par ce coup de foudre. Et voilà, ça vient brûler tout ce qui nous constituait auparavant. C'est ça l'incandescence. D'où vient cette métaphore ? Votre livre est nourri d'énormément de références littéraires, philosophiques. Est-ce que vous avez identifié l'origine de cette métaphore ? Non, peut-être que le grand feu, vous pourriez mieux dire. Non, l'origine de la métaphore, non, je dois dire. Non, Chloé. Alors peut-être qu'on en saura plus à la fin de cette rencontre. L'amour tel qu'on l'imagine ici et qu'on l'évoque déjà en ces termes, je voudrais dire que ce n'est pas la première forme d'amour qu'expérimentent respectivement Hilaria et Clotilde, les personnages principaux de vos livres respectifs. Peut-être qu'on pourrait commencer par poser le cadre. Il n'y a pas que l'amour charnel ou platonique pour une autre personne. L'amour, ça prend beaucoup de formes. Est-ce que vous pourriez nous dire où se pose l'amour d'abord dans vos livres ? Alors, je pense que... Oui. Quel privilège. Désolée. Il y a l'amitié et la sororité d'abord, qui sont des données absolument fondamentales et peut-être plus solides que l'amour conjugal. Voilà. Alors je vais vous aider un peu, Chloé. C'est qu'il est tôt, je vais vous aider un petit peu, mais Clotilde Mélis, avant de craquer pour Guillaume, elle a connu d'autres formes d'amour dans sa vie, et le premier, c'est peut-être l'amour de la littérature. Ah, c'était ça, oui, oui, l'amour de la littérature, bien sûr, non, mais oui.
qui est un choc passionnel, en fait. Qui est un choc passionnel, oui, qui est une révélation, comme un coup de foudre, et qui emporte beaucoup plus. Enfin, qui va emporter autant, puisque l'héroïne du livre relationne par les mots, en fait, puisque 99,9% de leurs échanges sont épistolaires et sont sous forme poétique, avec le développement d'une géographie, avec des rendez-vous donnés, mais exclusivement dans leur mail, dans ce monde imaginaire. Donc on est dans une forme de sublimation très nette. Ouais. Mais ce qu'elle découvre, quand elle découvre par exemple la métrique et les alexandrins, Clotilde, très très jeune, initiée par sa mère, c'est un choc esthétique qu'elle n'arrivera pas à dépasser même par le choc amoureux. En même temps, je crois que Rimbaud, c'est indépassable, même, quel que soit le partenaire. Je pense. Léonore, Hilaria va. Quel est le premier amour d'Hilaria ? Le premier amour d'Hilaria, qui est né bien avant Rimbaud, donc qui n'a pas pu profiter de sa littérature, c'est le violon. C'est le violon, pas malgré elle, mais quand même un petit peu, puisque c'est sa mère. Donc Hilaria naît en 1699 à Venise. Et elle va être placée dans une institution qui s'appelle la Pietà, qui a ouvert ses portes au XIVe siècle. Et donc il y a 4 institutions comme ça à Venise, la Pietà existe toujours, qui sont des institutions sociales, républicaines, et qui accueillaient les orphelines, donc des filles, des orphelines, et aussi des filles de familles plus riches qui pouvaient venir prendre des cours. Mais en tout cas, l'idée, c'était de sortir les pauvres, les filles, donc, leur éviter la prostitution, la rue, etc., et de pouvoir les élever là grâce à la musique. Donc Hilaria va être placée dans cette institution et on va lui mettre un tout petit violon entre les mains. Et comme elles vivent toutes un peu recluses, alors c'est comme je disais, c'est républicain, c'est pas religieux, c'était pas des couvents, mais quand même les règles étaient calquées sur celles des couvents. Elles sont toutes obligées de beaucoup travailler leurs instruments ou la voix. Enfin, elles ont quand même le choix, elles peuvent chanter, mais Hilaria va jouer du violon, et ce violon va être la source, le vecteur de son émancipation, et donc de vraiment cette quête de liberté. Quelque chose dans son corps va se mettre à s'activer, à brûler, et elle va s'enflammer pour je sais pas, cette question du feu qui démarrait cet entretien, je me disais, mais aussi le feu s'éteint. C'est peut-être pour ça qu'on a tous un peu peur et envie de se brûler à cette flamme, contrairement à la sororité ou à Rimbaud qui reste avec nous, Vivaldi qui peut traverser nos vies et qui reste là. La chose de la passion, c'est qu'elle s'éteint, quoi. C'est terrible. On démarre mal cette journée, tristement. Je ne sais pas si on va tout résoudre en 1 heure, puisqu'en plus c'est un sujet, j'ai l'impression, qui occupe vachement la création depuis longtemps. Hein, là. On ne l'a pas épuisé encore. Mais par contre, ce qui est pratique, c'est que l'amour, on peut vraiment le cuire à toutes les sauces. Et du coup, j'ignorais que la Pietà existait encore à Venise, ce qui me pousse à vous demander où est-ce que vous avez trouvé, où est-ce que vous avez été puiser cette histoire, et est-ce que pour vous-même en tant qu'autrice, c'était un coup de foudre ? Est-ce que quelque part vous avez su que vous deviez raconter cette histoire ? Comment elle est née ? Elle est née. Enfin, en fait, je suis violoniste aussi, donc tout ça fait que je suis violoniste depuis toute petite, depuis que j'ai 5 ans. C'est mon premier métier. Et je me suis spécialisée dans la musique baroque. Donc, de toute manière, vraiment le XVIIe siècle, c'est mon siècle. Donc, j'ai vraiment... Voilà, pardon. Donc j'ai fait beaucoup de recherches aussi, j'ai recherché beaucoup de musique, etc. Donc c'est un siècle que je connais bien. Et l'Italie, au tournant du 18e, c'est vraiment une terre extrêmement riche pour la musique et pour les arts, mais pour la musique et aussi pour le violon. Parce qu'il y a un grand violoniste que vous connaissez certainement à Venise, qui est donc Vivaldi, et un grand violoniste à Rome qui s'appelle Corelli.
Donc tout ça fait qu'il y a une école du violon qui est Tartini après. Enfin bon. Il y a une grande école du violon en Italie. Et ce qui m'intéressait, c'était que Vivaldi était professeur dans cette institution. Ça fait longtemps que je connais cette histoire, que je sais qu'il est là et qu'il enseigne à alors, aux grandes élèves. Il commençait pas les débutantes, c'était ses propres élèves qui enseignaient aux plus petites. Mais quand même, il y a sa présence là, et surtout, au-delà du fait qu'il enseigne, c'est un compositeur, donc il écrit énormément de musique pour elle. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était pas d'écrire un roman sur Vivaldi, mais le corps musicien, qu'est-ce que c'est de grandir avec un instrument. Et étrangement, comme vous le disiez, j'ai quand même écrit déjà pas mal de textes, mais j'ai jamais écrit sur le violon. Peut-être parce que justement la littérature, c'était une manière pour moi d'explorer d'autres territoires que celui qui m'est connu. Mais là, je me suis demandé comment écrire, comme la question du désir aussi, comment écrire le corps musicien, le corps aimant, comment ça se passe. Deuxième escale avant la grande histoire d'amour, il y a une forme d'amour qui est extrêmement présente dans chacun de vos ouvrages, c'est bien sûr l'amour maternel et la manière dont il se perpétue à travers l'existence. Chloé, on l'a dit, ce livre raconte entre autres l'expérience, enfin le féminicide qui va trouer l'existence de Clotilde. C'est votre expérience aussi, c'est votre histoire, Clotilde. C'est votre double romanesque. Cet amour maternel confisqué, comment est-ce qu'il il se diffuse et à quel point la littérature et l'écriture est une manière de le faire exister? Disons que c'est... alors, elle m'a interviewée juste avant, donc je vais me répéter ça. Mais j'ai réalisé, en écrivant Pauvre folle, qui est quand même mon 29e bouquin, donc il a fallu du temps, que j'écrivais pour garder ma mère vivante, en fait. Parce que c'est elle qui m'a transmis... la langue, la métrique. Elle me faisait faire des poèmes quand j'étais petite, là où les enfants décident, mais en dessin, j'étais vraiment nulle et j'étais tout le temps dans ses pattes. Donc elle me disait, aujourd'hui, on va apprendre les octosyllabes, tout ça. Et du coup, c'est une façon, la littérature est une façon de la garder près de moi en lecture et vivante quand j'écris. Après, c'était nécessaire pour moi de revenir dessus sur ce livre, parce que si Clotilde se retrouve dans cette histoire d'amour impossible, c'est parce que le postulat de l'ouvrage, c'est que toutes les histoires d'amour vont creuser ou réparer les blessures de l'enfance. Donc je ne pouvais pas faire l'économie de la partie bibliographique avant d'arriver à cette histoire compliquée elle-même, où tout est en miroir ou en écho. Et après, pour le reste, je sais pas, c'est... ouais. C'est sûr qu'il est difficile de faire confiance à l'amour quand à 10 ans on assiste à un meurtre qui a... alors je ne sais pas si on peut dire comme motif. Je ne sais pas, mais aux hommes en tout cas, oui. Et puis le terme féminicide est rentré dans le dictionnaire qu'en 2015. Donc ça veut dire pas d'outils. Pas d'outils. Moi, c'est en 83 que ça arrive. En 83, quand un homme tue sa femme parce qu'elle veut partir, on appelle ça... un crime passionnel. Un crime passionnel, ouais. Un crime passionnel. Et du coup, quand on est un enfant de féminicide, on n'a pas les mots. On a juste un père qui est devenu fou. Et puis le tabou qui va de pair. Enfin... après, ce qui est épouvantable, c'est de se rendre compte que la rythmique n'a pas bougé, puisqu'en France, on en est toujours à un meurtre tous les 3 jours, quoi. Et ça, les stats sont les mêmes depuis des décennies. 8 en 8 jours, là, je crois, d'ailleurs. Ouais, il y a une accélération ces derniers jours. Ouais. Après, on peut se demander aussi si, avec MeToo, les filles l'ouvrent pas plus qu'avant, ce qui les énerve encore plus. Il y a peut-être un truc comme ça aussi, ouais. Marianne Chaillon, vous consacrez un chapitre de votre livre à l'amour maternel et à son empreinte en disant finalement, est-ce que ce qu'on rejoue pas dans toutes les histoires qu'on va vivre dans sa vie, c'est la recherche de cet amour presque parfait?
C'est une idée que presque parfait dans certains. Que j'emprunte à Albert Cohen, et qui construit son œuvre romanesque en étageant 3 types d'amour. L'amour maternel, dont il dit qu'il est l'amour absolu, l'amour parfait, et qu'il va parfois dans certaines situations, et qu'il va rapporter dans le livre de ma mère. Et cet amour premier, cet amour merveilleux, Cohen nous dit que nous n'avons de cesse de le chercher dans nos relations futures. Et à tort, nous croyons retrouver cet absolu dans l'amour passionnel dont il va montrer les ravages dans Belle du Seigneur. Cet amour passionnel, il nous dit attention, n'allez pas trop vers là, c'est dangereux. Préférez un pis-aller à l'amour maternel, mais mieux que l'amour passionnel, l'amour conjugal, dont il parle dans Manche-Clou, par exemple. Et donc voilà, l'amour maternel, c'est à la fois ce don qui est fait à certains à la naissance, mais don qui peut être extrêmement dangereux, puisque il va condamner à cette espèce d'insatisfaction permanente chacun d'entre nous dans ses relations futures, puisque les milliardaires de l'amour reçu n'en finiront pas d'être clochards, dit-il dans le livre de ma mère. Avec une vision un peu démissionnaire quand même, parce qu'il dit, en gros, dans l'amour conjugal, on se trouve une mère, quoi. On s'occupera de nous jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas patriarcal du tout, c'est ça qui est chouette. Alors, non, ce que j'aime dans l'idée, enfin, ce que j'aime pas, puisque moi, mon livre fait le pari de la passion, donc c'est pas du tout Albert Cohen, mais ce pourquoi il promeut l'amour conjugal plutôt que l'amour passionnel, c'est que pour lui, l'amour passionnel est fondé sur une illusion absolue. Et l'amour conjugal est fondé sur le partage du réel. Et il a cette phrase un peu horrible, je ne sais pas si ça vous donnera envie d'aller vers l'amour conjugal. En vérité, je vous le dis, l'épouse qui presse le furoncle plein de pus sur le dos de son mari, voilà le saint amour. Voilà, là, on est dans l'amour, dans le réel. Donc, voilà. Et dit l'amour maternel très bien, ces scènes, je ne sais pas si vous avez lu le livre de ma mère, où il dit qui se lèvera pour vous la nuit quand vous peinez à dormir, et il raconte ces scènes où quand il allait frapper à la porte de ses parents, sa mère faisait semblant d'être déjà réveillée pour lui épargner la tristesse de l'avoir réveillée. Et il dit maintenant, le vieil homme que je suis, quand il écrit le livre de ma mère, il s'est marié, il a une fille, et il dit personne aujourd'hui ne se lèvera pour moi comme ma mère pouvait se lever. Je ne retrouverai pas cet amour-là. L'amour passionnel est une illusion, laissons tomber, c'est une horreur. Si nous avons la chance que quelqu'un presse notre furoncle plein de pus, nous avons trouvé ce qu'on peut tout. Léonore, dans votre livre, l'amour maternel prend une forme particulière puisque Hilaria est confiée dès sa naissance. Donc elle nourrit une forme de fascination pour l'amour de sa mère qu'elle a, mais de manière extrêmement parcellaire. Oui, l'histoire, c'est que Hilaria est la 6e fille de sa fratrie, donc la dernière, et sa mère va décider de la placer parce que la cousine de la mère est la gardienne elle s'occupe d'accueillir les enfants à la Pietà, et donc elle va trouver une place pour Hilaria. Donc elle n'est pas orpheline, ses parents sont bien vivants, ils sont marchands d'étoffes à côté, dans un des quartiers à côté. Ils pourront la voir de temps en temps, mais très rarement. Mais surtout, pourquoi la mère fait ça ? C'est pas par des amours. Je pense que pour elle, c'est plutôt même une preuve d'amour. C'est pour qu'elle n'ait pas son destin à elle. Elle veut que sa fille s'élève, elle veut que sa fille apprenne des choses, s'instruise en fait. Je crois que c'est vraiment ça. Et évite donc le mariage, évite les destins qui étaient ceux des femmes à l'époque, c'est-à-dire se marier ou rentrer au couvent. Donc il y a c'est une forme d'amour qui va vers l'abandon en fait, et ça je pense qu'évidemment Hilaria ne le saisit pas tout de suite, et elles vont se voir pour les Noëls et pour quelques grandes fêtes comme ça, et il reste 2 sœurs qui elles sont restées au sein de la famille, et donc évidemment tout ça crée une sorte de grande ambivalence, de grands sentiments ambivalents à l'intérieur d'Hilaria, qui est la jalousie, une forme d'amertume et quand même une forme d'élection. Elle sait qu'elle est quand même une sorte de cas particulier dans cette famille et qu'elle a une chance peut-être de s'émanciper derrière des murs, mais de s'émanciper autrement
que ses sœurs. Elle va chercher un substitut aussi à cet amour maternel à l'intérieur avec les Monnerais, les pensionnaires. Les pensionnaires, ouais. Oui, parce que donc faut imaginer ces grandes institutions de femmes, hein, donc la période dont je parle, autour de 1700, il y a à peu près 900 jeunes filles qui sont là, enfin, c'est énorme. Et donc, comme je disais, il y a la gardienne qui s'appelle Bianca, et donc la grande cousine d'Hilal. Elle va l'accueillir toute petite, elle va rentrer dans l'institution quand elle a 3 mois, donc elle va évidemment avoir un œil particulier sur elle. Elle va l'accueillir, elle va pouvoir dormir avec elle un certain temps, et donc il y a une forme de chaleur et de transmission familiale qui se fait là. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi ça, ces communautés féminines qui existent depuis toujours, comment elles s'organisent, comment, malgré le fait qu'on soit évidemment dans des sociétés tout à fait patriarcales, et qui c'était évidemment le cas en 1700 à Venise, comment, malgré tout, des choses se mettent en place pour que les filles puissent s'instruire. Alors après, la question, c'est qu'elles ne peuvent pas le faire publiquement. Donc ça, c'est encore autre chose, parce qu'une fois qu'elles sortaient de ces institutions, ces jeunes filles, elles ne pouvaient pas devenir musiciennes professionnelles. On ne devient pas, quand on est femme, musicienne professionnelle en 1700, sauf si on est sauf si on a vraiment un talent complètement fou. Mais c'est pour ça qu'il y avait des castrats à Naples, hein. C'est parce que les femmes ne montaient pas sur scène. C'est quand même assez dingue, hein, quand même, l'idée. Donc ça me... Enfin, je veux dire, je pense que les femmes, elles ont aussi toujours cherché des sortes de chemins de traverse pour s'instruire. Et là, c'en est une institution. Et donc après, évidemment, se posait à nouveau la question, mais plus tardivement dans leur vie, de est-ce qu'elles entrent au couvent ou est-ce qu'elles se marient. Mais néanmoins, il y a cette instruction-là qui existe et qui est mise en place par la ville. Je voudrais qu'on se dirige vers une sorte d'acmé de l'histoire amoureuse, qui est bien sûr la rencontre, qui est peut-être le moment pour lequel on est prêt à prendre tous ces risques, et qui est très bien raconté dans vos livres respectifs. Ça donne lieu à des scènes cruciales. Je propose qu'on ait un petit aperçu. Chloé, est-ce que vous seriez d'accord de nous lire cette scène de rencontre entre Clotilde et Guillaume, donc entre ce qui deviendra dans leur vie épistolaire le monstre et la reine? À quoi tient un coup de foudre? D'après les scientifiques, c'est la vue et l'odeur qui sont les déclencheurs. Lorsque Guillaume entra dans la pièce, il était bien trop loin pour que Clotilde puisse renifler sa peau et son parfum. C'est un détail physique qui activa le mécanisme, poussant immédiatement son cerveau à produire de la phylléthylamine en quantité industrielle. Guillaume était doté d'une physionomie avenante. L'ébouriffé de son châtain avait quelque chose de charmant. Le grain de sa peau était si fin qu'il appelait l'effleurement, mais ses lèvres étaient un peu minces. Ses iris d'un brun sombre, on ne peut plus répandus. Il était plutôt svelte, mais n'était pas très grand. Ce qui bouleversa Clotilde, la happa, la ravit, ce fut la perfection de l'arête de son nez. Un nez comme un museau dont l'os, en sa racine, avait dû connaître une fracture. Un nez long, pointu, parsemé de taches de rousseur qui lui donnaient l'air d'une souris. Clotilde raffolait des minois évoquant les traits des rongeurs, incisives mis à part. D'où lui venait cette attirance, elle l'ignorait, mais il lui procurait un vrai choc esthétique et des pulsions sexuelles. Sa bouche se fit si sèche qu'elle crut un court instant que sa langue s'était changée en un tas de feuilles mortes et que tous les automnes lui enflammaient le palais. En son fort intérieur, Clotilde s'écria « Quelle merveille que cet homme !» alors que des fourmis rouges dévoraient tous ses membres. Guillaume lui sourit en plissant ses yeux bruns, soudain piquetés d'éclats cuivrés, fauves, acajou. Le salon s'évapora et aussitôt ils disparurent dans un nuage de sucre glace, tandis que le silence s'épaississait tellement qu'il leur empoissait les bronches. Les molécules de saccharose s'infiltraient prestement, changeant leur cœur en pommes d'amour, engluant sirupeux leur système nerveux central, tout en faisant scintiller leur peau. Ils étaient tous deux suspendus, flottant dans le tourbillon poudreux.
Clotilde tendit sa main, Guillaume pressa ses doigts, un afflux de dopamine et de norépinéphrine confirent dans l'instant leur sourire, béatitude glacée, figée dans le glucose, ce qui n'échappa nullement à Rebecca et son conjoint. Ils observaient la scène avec stupéfaction pendant que leur enfant dessinait des bonhommes qui se jetaient dans le volcan, bouche ouverte sur une bulle marquée d'un SOS au tracé dyslexique. Voilà. Vous avez ri, et j'en profite pour dire que le livre de Chloé Delhomme est vraiment très drôle et on rit souvent. Comment est-ce qu'on raconte ce genre de scène ? Est-ce que c'était difficile pour vous ? Ça a été la galère, le coup de foudre. Ouais. Il y a eu 3 versions. J'ai des premiers lecteurs, des amis. La première version, on m'a dit c'est pastel, la deuxième c'est gluant, et donc à la 3e, j'ai relu le coup de foudre entre Chloé et Colin dans l'écume des jours. Et du coup, j'ai repris mes esprits. Mais, c'est devenu chimique. Et c'est devenu chimique, ouais. La première version était niaise et la deuxième était trop presque sexuelle, c'était sale. Voilà, on a trouvé un truc, du coup. Marianne Chaillon, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la rencontre ? Vous êtes le docteur de cette discussion. Le spécialiste scientifique. J'ouvre mon livre effectivement par d'abord une description de tout ce qu'il peut y avoir d'incandescent au sens positif dans l'expérience amoureuse, et première fulgurance, au moment où on craque l'allumette, le coup de foudre, dont je dis d'ailleurs que je l'ai d'abord rencontré dans la littérature et éprouvé d'ailleurs avec les personnages dans les Confessions de Rousseau par exemple, de l'autre côté du lac à Annecy. Je ne sais pas si vous avez lu cette page où Jean-Jacques rencontre enfin Madame de Warens, et je me suis aperçue que dans la rencontre il y avait des paradoxes, et ces paradoxes, ces tensions qui traversent la rencontre amoureuse, on les retrouve dans toute l'expérience amoureuse. C'est cette antinomie qui traverse le sujet amoureux, et un des paradoxes de la rencontre, je ne sais pas si vous l'avez éprouvé, c'est qu'on a le sentiment d'une reconnaissance là où même on rencontre quelqu'un que nous ne connaissions pas. Donc paradoxe, je reconnais celui que pourtant je ne connaissais pas. Ça m'a fait penser à un mythe qu'on trouve chez Platon, que vous connaissez peut-être dans Le Banquet, ce mythe des sphères. Platon nous dit que jadis nous n'avions pas cette apparence, mais nous étions des sphères avec 4 bras, 4 jambes, 2 têtes, et parce que nous avons défié les dieux, Zeus nous a punis et coupés en 2. Et dès lors, depuis cette partition première, nous n'avons de cesse que de chercher notre moitié perdue, notre âme sœur. Donc, ce sentiment de reconnaître celui que nous ne connaissons pas. En même temps, autre paradoxe de la rencontre amoureuse, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, peut-être c'est un peu niais, guimauve, mais enfin, sans doute nous l'avons expérimenté, c'est ce sentiment d'une contingence. Comment se peut-il, sur des milliards d'êtres humains, que nous tombions sur une personne ? Vraiment, les contingences sont très faibles. Et cette contingence a pourtant un goût de nécessité. C'était toi, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et cette rencontre amoureuse, c'est ça. C'est cette espèce d'antinomie qui nous frappe tout d'un coup, et que nous décidons ou non, d'ailleurs, de poursuivre. On peut se défiler face à cette soudaineté de la rencontre et le danger qu'elle comporte, parce qu'on le pressent, ou on peut faire le choix de vivre à la folie passionnément. Et pourtant, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Tout à fait. Ce qui prouve bien que l'amour n'est pas du tout une affaire de critères rationnels qu'on pourrait énoncer auparavant. Je ne sais pas si vous en avez fait aussi cette expérience. Quand je fais le cours sur le désir à mes élèves, je leur demande s'ils ont des critères. Et d'ailleurs, les applications de rencontres prospèrent sur cette idée fallacieuse qu'il y aurait des critères rationnels du désir. On pourrait dire, moi, je suis séduit par tel type de personne ou tel trait de caractère. Et pourtant, l'expérience nous a montré que parfois, nous rencontrons des gens qui ont tout pour nous plaire et ça nous laisse complètement indifférents. Et parfois, nous rencontrons des gens qui n'ont rien pour nous plaire et nous voilà saisis de façon totalement inattendue. Léonore, il y a une scène de rencontre qui est très belle dans votre livre, et pourtant, ce n'est pas la rencontre entre Hilaria et Paolo, c'est la rencontre entre Hilaria et son violon.
Oui, le violon. Au cours de la vie d'un violoniste, on change de violon parce qu'on grandit. Donc, quand on commence très petit, on a un petit violon. Enfin, vous savez sûrement, il y a des huitièmes, des quarts, des demi, des trois quarts et des entiers. Liés à la grandeur du bras, donc plus parce qu'on peut pas, quand on est tout petit, jouer avec un grand violon. Enfin, ouais. Et j'ai une image de Coluche jouant sur un tout petit violon avec un gant de boxe. Vous voyez, dans un sens comme dans l'autre, ça ne marche pas. Et donc, il y a cette idée de changement donc d'instrument au fur et à mesure de la croissance. Et puis, il y a un moment où, à l'adolescence, quand on atteint presque sa taille adulte, on a un entier. Donc ça, c'est quand même une sorte de grand moment. Enfin, moi, je me souviens, quand j'ai eu mon premier grand violon, c'est quand même, on a l'impression d'arriver au bout. Enfin, a priori, on ne changera plus d'instrument. Sauf que, au fur et à mesure des avancées, en tout cas là, pour Hilal, elle va changer de violon. Son professeur Giulietta décide de rentrer au couvent. Et donc, Antonio Vivaldi lui dit de prendre le violon de son professeur. Et donc il y a cette rencontre avec un instrument. Et la rencontre avec un instrument, c'est une place dans l'imaginaire qui s'ouvre. C'est pas seulement... c'est un son qu'on n'imaginait pas. Quand on travaille son... je ne sais pas si en littérature, ça c'est peut-être une question que je vous poserai. Est-ce que parfois en littérature, il y a vraiment de telles surprises, puisqu'on travaille avec notre imaginaire et que c'est quand même notre matériau, mais là, avec l'instrument, il y a une rencontre qui fait que on n'imaginait pas pouvoir produire un son. Enfin, quand on est instrumentiste, on prend un instrument et on travaille à s'améliorer. Donc on améliore sa technique et puis à un certain moment, le son s'améliore aussi. On travaille à faire un plus beau son, disons, pour le dire brièvement. Mais parfois, la rencontre avec un très 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 bel instrument. Moi, je me souviens d'avoir joué à un certain moment un magnifique Stradivarius que j'ai malheureusement dû rendre. Mais sur le moment, je n'imaginais pas mon corps être capable d'un tel son. Et une fois qu'on a produit ce son, c'est peut-être pareil en amour, une fois qu'on a aimé, une fois d'une certaine manière, on sait que ça existe. Et je reprends un autre violon, et là, le son avec mon précédent violon est quand même différent, parce que je sais que ce son-là existe. C'est un peu... Donc, j'ai retraduit cette expérience pour cette jeune fille qui va découvrir ce violon, et c'est quand même quelque chose dans son univers intérieur qui s'ouvre. C'est des possibles qui s'ouvrent, c'est un chemin qui s'ouvre. Bah, du coup, je prends votre question au vol et je la repose à Chloé, parce qu'on a le droit de parler d'écriture aussi aujourd'hui. Vous avez vraiment une écriture de la formule. Là, j'en ai une en tête. L'autopsie avec un Y, ça se pratique en silence, mais ça en fout partout. J'ai énormément souligné dans votre livre, parce que vous avez vraiment cet art de la formule qui cogne, de la punchline, vous tirez quoi souvent. Est-ce que, comme l'évoquait Léonore, vous avez aussi cette espèce de... Vous êtes parfois saisi par ce qui sort de vous ? Oh bah non, alors là... Non, on peut être satisfait, on peut finir une séance de travail en étant content, mais on ne peut pas comparer un clavier avec un Stradivarius. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intervention... Donc non, on peut avoir une séance de travail où on est très contente en se disant « Waouh, c'est chouette, à force, j'arrive à obtenir quelque chose qui sort de moi, auquel je ne m'attendais pas. » Moi, je passe tout au gueuloir à la Flaubert, donc je m'entends, enfin, je veux dire, je fais à voix haute quand j'ai fini la page. Mais non, il n'y a pas ce média externe, il y a pas cette... Il n'y a pas de fulgurance, ou alors ça veut dire qu'il faut se faire interner parce qu'il y a un petit problème d'ego qui pose un gros problème quand même. Non. Mais Bertrand Lavier, l'artiste, disait il faut être choqué par l'art que l'on crée. Il n'y a pas des moments où vous dites ah celle-là je l'ai quand même bien trouvée. Ah si, non, mais je dis pas qu'il n'y a pas de l'orgueil, il y a de la vanité qui se roule dedans des fois, mais c'est très différent. On peut juste être satisfait, étonné, parfois aussi se dire waouh.
cool. Ma fin, j'en étais contente. Je dis pas le contraire, mais c'est pas pareil. On n'est pas. Enfin là, je présume qu'avec le Stradivarius, il y a eu comme enfin, ça devait être un choc esthétique du coup, quelque chose de très saisissant. Je pense qu'on n'a pas sur son propre travail le même. Non, c'est différent. Oui, c'est une rencontre avec l'instrument. Là, avec la rencontre avec nous-mêmes, parfois On va. On va fermer cette ce moment de rencontre en écoutant l'extrait que vous. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un extrait dans votre livre, Marianne Chaillon, parce que j'ai beaucoup souligné en vous lisant, mais enfin, il y a ce paragraphe qui me paraissait bien résumer ce qu'on vient d'évoquer. Désirer, c'est faire l'épreuve de la dureté, d'une sécheresse, d'un dénuement, d'un exil. L'indigence est le lot indépassable de l'amant. Ceux qui, parmi vous, ont aimé le savent. Quand nous sommes amoureux, nous ressentons un état de manque. Une absence douloureuse se creuse en nous, sans jamais nous laisser de repos. Nous avons l'impression d'avoir été jetés hors de nous, hors de tout confort, d'être en permanence égarés. Loin de l'aimer, l'oxygène nous fait défaut. Tout près, il nous manque encore. Alors justement, vous parlez beaucoup de cet aspect paradoxal du désir, puisque c'est à la fois une puissance supérieure, mais aussi une source de souffrance. Hilaria et Clotilde en font l'expérience à leur manière. Alors c'est un peu ce qu'on évoque depuis le début, mais comment est-ce qu'on accepte, et c'est le postulat de votre livre, en fait, vous dites quelque part, il faut avoir le courage de l'amour et du désir. Pourquoi est-ce que c'est une question de courage finalement ? Oui, alors ce livre, je l'ai écrit parce que j'avais besoin, à titre personnel d'abord, de répondre à cette question. Est-ce que, parce que je suis professeure de philosophie, la plupart des philosophes sont pas très amateurs de l'expérience amoureuse. Hein. Ils nous disent plutôt faites attention, tombez pas amoureux. Et même pour certains philosophes, comme les épicuriens, à qui on prête à tort une sympathie pour le désir, si on l'avait dit à Lucrèce, un épicurien, je suis tombé amoureux, il nous aurait dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé de terrible ? Tomber amoureux, c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, c'est tombé. Et c'est tombé. C'est une chute. Moi, j'avais besoin de savoir. Alors, est-ce qu'il faut que j'écoute ces philosophes et que je me défende de vivre cette expérience, ou est-ce que finalement, où est la sagesse ? Où est la sagesse ? Dans le choix de s'abandonner à cette déraison, ou faut-il faire le choix de rester le plus possible du côté de la raison ? Je commence par raconter cette expérience amoureuse, et puis je ne peux pas faire l'économie que nous avons tous vécu ici de ce qu'il y a d'atrocement douloureux dans toute expérience amoureuse, quelle qu'elle soit. Donc il y a toute cette partie, effectivement, là j'ai trouvé beaucoup de philosophes pour le défendre, hein, qui vont dire désirer c'est se condamner à la souffrance, désirer c'est se condamner à une dépossession terrible, c'est se condamner à faire du mal aux autres, bref, il ne faut pas y aller. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, on y va quand même. Hein. Et est-ce folie que d'y aller, ou n'est-ce pas obéir à un grand feu qui, et là je trouvais quand même quelques philosophes pour nous dire que ça va du côté de l'élan vital en fait, et que cette folie, c'est suivre cet élan de l'existence, et que justement vouloir se mettre à l'abri, vouloir se garder de l'incomplétude, vouloir se garder de la douleur, vouloir se garder de la souffrance, en définitive, c'est se défendre de vivre. Et vivre, c'est oser se lancer, c'est oser tomber, c'est oser être blessé, mais c'est aussi se donner la chance d'exister pleinement. Alors jusqu'à un certain point, parce qu'exister pleinement, mais aussi parfois le désir amoureux nous enlève, nous ravit une part de nous-mêmes. C'est pour ça que Clotilde Mélis hésite à se débarrasser de cette obsession amoureuse qui la poursuit depuis longtemps. Dans votre livre, Léonore, il y a aussi un personnage qui pense que le désir amoureux se maîtrise, le désir charnel se maîtrise et s'évacue. Est-ce que vous seriez d'accord de nous lire ce passage ? Alors, c'est pas Hilaria, elle ne renonce à rien. Hein. C'est la prieure. C'est la prieure qui dirige cette institution de jeunes filles et qui donc n'a pas de partenaire, en tout cas pas là, pas à ce moment-là.
Jamais elle ne dira quoi que ce soit à Ilaria. Elle ne tentera rien, n'abusera ni de son autorité, ni de la candeur de la jeune fille. On entend trop d'histoires à Venise, comme si les êtres devaient forcément céder à leurs pulsions. Non, elle sait, main sur le cœur, main sur le ventre, que le désir peut être maîtrisé, contenu dans cette enveloppe faite de peau et d'os. La sienne fragile, cette nuit-là, pleine à craquer, tendue. Elle respire, le désir l'assaille par vagues avec l'impression de s'y noyer. Cette impression dure depuis plusieurs semaines et chaque matin, elle plonge plus profondément dans la houle. Poumons remplis, cœur en chamade, elle se dit qu'elle va en mourir de ce désir. Et pourtant, elle sait qu'après ce jour, comme la crue du fleuve qui se retire lentement, laissant champs et routes imbibés, laissant traces, mais néanmoins se retirant, il se dérobera pour reprendre sa forme initiale, une tendresse chaleureuse. Et lorsqu'elle constatera la lente ou brusque disparition de son obsédant désir, elle en sera à la fois délivrée et inconsolable. Merci beaucoup. Il y a vraiment ici l'idée d'un sevrage, en fait, de renoncer à une forme de drogue ou d'un élément qui modifie un état de conscience. Oui, ben je pense qu'on l'a vécu aussi. Parfois, il y a des objets de désir qui sont obsédants. On a l'impression qu'on va mourir de ne pas aimer, de ne pas être aimé, de ne pas être avec cette personne. Et puis, ça passe. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça passe toujours. C'est ça qui nous sauve, en fait. Mais tout va bien, on a le droit d'aimer parce que ça passe. Et je pense que cette femme qui voit beaucoup de jeunes filles passer et qui n'a pas de vie sexuelle, donc qui a des sortes d'énormes élans de désir vis-à-vis de certaines d'entre elles, et sa place fait qu'elle ne peut pas assouvir ce désir. Elle sait que ça passe. Donc elle laisse passer la houle. Et ça, évidemment, au bout d'un certain temps de vie et de désir passé, c'est fou. Et certainement, ça rejoint aussi ce que vous disiez sur la force vitale. C'est-à-dire que cette force vitale, on peut l'avoir à répétition, donc c'est quand même assez bien fait. Même si on a l'impression que parfois on peut y laisser sa peau. Donc pour moi, c'était important aussi qu'il y ait ce personnage, une forme de sagesse, c'est-à-dire elle sait que ça va passer. Elle en est triste, parce que je pense que quand on désire, c'est le moment où on se sent certainement le plus vivant. On est dans une forme de palpitation, de pulsion et de palpitation cardiaque qui s'élève, on est au cœur de la vie, et puis après, on revient à quelque chose d'un peu plus lointain. Et ça, Ilaria ne le sait pas. Elle ne le sait pas encore. Parlez-nous de l'expérience de Clotilde. Vous faites très souvent référence à vraiment cette idée de la drogue. Elle retombe dedans, il y a une trêve, elle se croit guérie, il réapparaît, c'est de l'addiction. Enfin, il y a des types de relations qui sont c'est de la cam, oui. C'est un truc où c'est toxique. C'est toxique et le mécanisme fait que finalement, il n'y a pas vraiment de victime et de bourreau dans l'affaire. La toxicité peut être aussi des deux parties, mais je ne sais pas. Je pense que ce qui est bien, effectivement, à garder, c'est qu'on peut se désintoxiquer. Enfin, moi, le livre m'a été utile. Marianne Chaillon, Romain Gary disait: passer le premier chagrin d'amour, on passe sa vie à jouer à l'amour. Ça serait très triste, c'est sans doute souvent vrai, et j'ose croire d'expérience que peut-être au contraire on apprend à aimer, et qu'on passe un premier chagrin d'amour, on joue à l'amour, et peut-être un jour, on aime, enfin, à nouveau, et sans jouer. Et pour le meilleur et pour le pire. Et si ça passe, comme vous dites, est-ce que c'est pas aussi parce que dans le sentiment amoureux, il y a quelque chose
narcissique, si je puis dire. C'est que on s'aime aussi à travers le désir que l'autre a pour nous. Et donc quand ce désir s'éteint dans les yeux de l'autre, quelque part, c'est difficile de continuer à nourrir cet amour. Pour l'autre ? Non, pour soi-même. Ah. C'est pour ça que ça finit par passer aussi. Est-ce que ce ne serait pas une des raisons ? Qu'on cesse d'aimer parce que... Non, je sais pas. Justement, dans le livre, j'essaye d'imaginer à la fin, en cherchant chez les auteurs de littérature, chez les philosophes, une manière d'aimer et de désirer qui accepte la règle du jeu de ce qu'est l'amour et le désir, et qui accepte donc que le désir finisse par s'éteindre dans les yeux de l'autre, et qu'on en soit prévenu par avance, et qu'on ne voit pas dans cette fin de l'expérience amoureuse une objection ou un échec. J'ai entendu souvent des gens dire qu'ils n'avaient pas réussi vraiment leur vie amoureuse parce que ils avaient divorcé, ils s'étaient pas remariés, ils étaient voilà, et parce qu'une histoire avait pris fin. Alors l'histoire ayant pris fin, elle était ratée. Mais c'est atroce que de considérer que parce qu'une chose finit, alors l'expérience est ratée. Ça fait partie de la règle du jeu, et c'est précisément à partir du moment où on accepte cette règle du jeu qu'on aime, et qu'on est vraiment véritablement dans un amour et non pas dans quelque chose de possessif, de narcissique, de tourné vers soi, mais voilà, une ouverture à une expérience qui nous emporte. Alors vous écrivez, les romanciers, et ici les romancières, jouent un rôle coupable dans l'attraction que suscite cet amour-passion. Moi je voudrais ajouter qu'ils jouent aussi un rôle salvateur dans la démystification de cet amour-passion. Alors encore une fois, il me semble que c'est une idée qui apparaît dans le chapitre sur Albert Cohen, et où Cohen nous dit que vienne enfin le romancier qui, au lieu de dépeindre, je ne sais pas quelle scène, si vous pensez à une scène de littérature amoureuse, c'est toujours magnifique, et Cohen dit que vienne enfin celui qui nous racontera des choses beaucoup plus triviales. Les amants sont toujours propres sur eux, toujours bien. Il y en a aucun qui est en train d'avoir une gastro parce que voilà, il y a des virus. Et Cohen dit que vienne le romancier qui nous dira la vérité, hein, que lors du premier rendez-vous, on peut se retenir parce qu'on est ballonné, voilà. Mais ça n'apparaît pas. Et c'est pour ça qu'il arrive, lui. Il s'était confié cette mission de dire la réalité de cette affaire-là. Et pourtant, j'ai l'impression que lui-même échoue dans son propre objectif, hein, puisqu'il nous dit aussi dans Belle du Seigneur, où il essaye de nous mettre en garde de cette expérience-là, il nous dit tous ces amants sont maintenant sagement endormis au cimetière. Vivez pendant qu'il est temps, soyez heureux comme le furent Ariane et Solal, profitez pendant qu'il est temps. Voilà. On a parlé de la rencontre. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur le contexte, parce que c'est souvent l'entourage et la situation dans laquelle se trouvent les deux amants qui amplifie le désir respectif. Alors dans vos romans, il y a un empêchement de nature très différente, mais cet empêchement va devenir un moteur du désir amoureux. Il va finalement, c'est la contrainte, c'est l'obstacle qui amplifie la désirabilité du sujet. Je ne sais pas si dans le cas de Clotilde, le contexte, elle le rencontre à la Villa Médicis, donc c'est marrant par rapport à Venise, enfin, on reste sur l'Italie, mystérieux. Mais le garçon est gay, il est en couple. Bon, après, ils ont relationné, elle n'est pas en érotomanie, c'est important quand même, ça serait un autre sujet. Mais Clotilde est persuadée qu'elle va le faire tomber avec la poésie. Comme ils sont en correspondance, c'est par la langue que ça se passe, c'est par la poésie que ça se passe. Parce que Clotilde est persuadée que la poésie peut tout. Que la phrase de Sylvia Plath, la poésie ne change rien, mais il y a la poésie, que Sylvia Plath a tort. Et puis elle se rendra compte que Sylvia Plath a souvent raison. Oui, vous dites d'ailleurs la poésie peut influencer le réel. Je ne retrouve pas la citation exacte, mais je crois que la poésie peut faire ployer le réel, mais parce qu'en fait, comme j'ai pris Clotilde comme un double, elle est comme moi, elle est devenue un personnage de fiction. Elle s'est renommée, elle est transclasse. Par l'écriture, elle a pu vraiment modifier qui elle est profondément.
Donc du coup, comme moi, elle pense que l'écriture, la poésie peut faire ployer le réel et faire ployer autrui. Sans quoi elle a assez tort. C'est-à-dire que même si le mantra c'est la poésie gagne toujours, peut-être finalement que la poésie gagne toujours, mais les poètes perdent à la fin. Ce qui est un peu différent. Merci. Les empêchements que rencontre Hilaria dans la poursuite de ses sentiments, est-ce que ça attise justement ce feu ? Oui, pour l'un, pour Paolo surtout. Mais moi, je pensais à la part du rêve là dans cette que Albert Cohen propose quelque chose d'extrêmement réel et concret, alors que je pense qu'on a tous besoin d'imaginaire et de rêve, et que la littérature sert aussi à ça, justement à nous sortir de notre réel, et que l'amour, quand on dit qu'on est ravi à nous-mêmes, on est hors de nous-mêmes, c'est ce ravissement-là, c'est aussi celui de la vie. Donc, mais et peut-être que ces personnages-là, ce que disait aussi Chloé Delhomme, dans l'invention d'une poésie ou dans l'imaginaire que se crée chaque personnage éloigné, et il y a quelque chose qui se nourrit du manque, il y a quelque chose, le désir se nourrit de ce manque-là, et que finalement, en tout cas pour Paolo, pour le jeune homme, il a presque pas besoin de la présence de cette jeune fille, parce que il vit seul en vase clos avec cet amour, et il y trouve une forme de fuel qui va lui permettre de partir. Il se nourrit. Donc, et l'objet du désir, finalement, n'est presque plus important. Et je crois que peut-être dans ce qui est de la passion, on se retrouve et on est saisi quand on retrouve le corps de l'autre, mais aussi ce qui presque le plus beau aussi, c'est tout l'imaginaire. Enfin, c'est le monde qui tout d'un coup s'ouvre, qui est un monde inventé et que l'on crée. C'est ça. Et je pense que ce qu'on va chercher aussi dans la littérature et dans les arts, c'est cette sublimation-là. On ne peut pas vivre juste avec le concret, c'est pénible. Vous avez un point intéressant là-dessus, Marianne Chaillon. Vous dites que c'est pour ça que toute la lutte pour l'accès aux personnes du même sexe au mariage était très important. C'est parce qu'elles avaient besoin de cet œil extérieur qui est la société qui valide cet amour, aide à entretenir justement cette flamme. Alors là, c'est une thèse qu'on trouve chez le philosophe René Girard, qui nous dit que tout désir est d'essence mimétique, c'est-à-dire que le désir, ça ne circule pas simplement entre deux pôles, le sujet du désir et l'objet, ça passe aussi par l'intermédiaire d'un tiers qu'il appelle le médiateur désirant. Et d'une certaine manière, même s'il est vrai que la contrainte ou l'interdit peut favoriser le désir, on a aussi, dit René Girard, besoin d'un soutien qui nous signale et qui nous autorise, qui nous indique l'objet du désir et qui nous autorise. Je ne sais pas si c'est clair. Et dans l'idée, il m'a semblé effectivement que, que les couples homosexuels puissent se marier était absolument nécessaire sous bien des aspects, mais aussi sous cet aspect-là. Parce que qu'est-ce que c'est au fond un mariage, hein, on pourrait se faire cette promesse à deux dans l'intimité et ça serait aussi bien. C'est quand tout d'un coup des gens se réunissent pour dire je reconnais, voilà. Privé de ce médiateur désirant, de ce support, les couples de même sexe, c'était quand même leur ôter cette assise, c'était dramatique, quoi. Même si, bien sûr, la contrainte nourrit, etc. Bon, voilà, le désir. Mais, ouais. D'ailleurs, il y a une scène qui est très réussie dans votre livre où Clotilde commence à nourrir une obsession pour le partenaire de Guillaume et elle se glisse un peu en catimini dans des événements où elle a une chance de l'apercevoir et ça crée de la sidération chez elle de mettre un visage. De mettre un visage, ça la ramène au réel un peu, enfin, c'est violent. Je vais vous piquer
Une question, parce que dans le livre, vous posez beaucoup de questions irrésolues, notamment le féminisme radical est-il compatible avec une histoire d'amour hétérosexuelle? Mais c'est pas ça celle que je vais vous piquer, c'en est une autre. À quoi mesure-t-on la puissance d'une histoire d'amour? Demandez-vous, Chloé Delhomme, dans ce livre. Longévité, intensité, la violence du chagrin au vitriol de la rupture. Alors à quoi mesure-t-on la puissance d'une histoire d'amour? Question ouverte, vous avez 3 minutes. Si je l'ai posée, c'est que j'avais pas la réponse. C'est trop facile. Non, un début de réponse. Au poids de la dévastation, je dirais. Au poids de la dévastation. Mais comme en général, sauf sur celle-là, c'est moi qui pars. On n'est pas trop dévasté habituellement. Mais On peut partir parce qu'on est dévasté. Ah non, moi je pars parce que je m'ennuie. J'ai reposé le micro, les filles. Alors longévité, je dirais non, hein, voilà. Peut-être à sa capacité à nous, je voudrais pas dire à nous faire grandir parce qu'elle peut aussi nous déconstruire, à l'intensité de l'expérience, à l'accroissement à quelque chose en nous qui se trouve transformé par elle, quoi. Moi, je dirais pas grand-chose. D'abord, pourquoi mesurer? Enfin, je pense que c'est des moments, des rencontres, peut-être, ou de ce que ça ouvre en nous-mêmes d'inconnu, peut-être. Et il y a des rencontres comme ça qui peuvent être très brèves et très intenses parce que on découvre quelque chose, même si on sait qu'elles vont a priori se terminer assez vite. Mais c'est quand même le plus beau de savoir que notre vie peut être jalonnée d'amour. Enfin, ça nous donne un peu d'espoir après tout ce qu'on a dit. Proust disait qu'on approche de la vérité des choses que malgré et à travers le langage. Est-ce que vous écrivez aussi pour vous approcher de cette vérité des choses-là? Est-ce qu'écrire vous permet... Annie Ernaux dit que la littérature est un outil de connaissance comparable à aucun autre, ni les sciences sociales, ni la philosophie, et qu'à travers l'écriture littéraire, on accède à une certaine vérité des choses qui ne se trouve pas ailleurs. Est-ce que par la métaphore, est-ce que vous seriez... Oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord sur un point de vue hyper intérieur. Enfin, je veux dire, c'est de l'autopsie, oui, c'est de la révélation, ça permet d'accoucher de soi, et après, ça permet de soulever des choses universelles à travers le singulier. Oui, bien sûr, c'est un outil utile, mais c'est vrai que le but du jeu chez moi était quand même... Je suis plutôt une formaliste à la base, donc ce que je quête, c'est plutôt la quête esthétique avant la quête de vérité. Bon. Oui, je pense que c'est aussi une forme de nécessité, de réappropriation du monde à travers un autre prisme, donc les mots. Et puis, je trouve que c'est quand même un instant, où, en tout cas, moi, j'ai cette sensation d'être vivante. Il y a quand même quelque chose dans le fait d'écrire qui fait que j'ai l'impression d'être complètement là, complètement présente au temps. Donc après, la vérité qui peut en émerger, qu'elle soit, je sais pas, du romanesque réussi ou un éclairage social, etc. Ça, je sais pas. Je crois que j'ai l'impression que ça ne m'appartient plus. Mais en tout cas, cette conscience d'une forme de vibration, oui. Ça fait longtemps qu'on sait que la philosophie n'apporte pas de réponse, mais pose peut-être les bonnes questions. Est-ce que vous avez écrit sur le bonheur, sur l'amour? Est-ce que quand vous commencez un livre, vous vous dites je vais essayer de me rapprocher d'une forme de réponse? J'en ai besoin, parce que j'ai été disqualifiée là, de la question précédente en tant qu'autrice d'essais de philosophie, mais je pense que les mots, qu'ils soient dans un roman, dans un essai philosophique, ou même les mots du langage dans une conversation, c'est pas qu'ils essaient d'approcher la vérité. Je pense pas que la vérité soit à dire, mais qu'elle se dit, elle se tisse avec les mots, elle se construit au moment même où on utilise les mots.
et même dans une démarche d'essai de philosophie, tout en sachant effectivement qu'il y a différents tisseurs qui ont construit des constellations philosophiques différentes. En tout cas, pour moi-même, c'est sûr que j'essaie de tisser une réponse qui m'aidera à exister, quoi. Merci beaucoup, Léonore de Recondo. Je me suis tenue exprès très très loin de la fin de ce livre pour ne pas me brûler les ailes dans la conduite de cette table ronde. Le grand incendie, merci beaucoup pour votre présence. À la folie, passionnément, Marianne Chaillon. Pauvre folle, Chloé Delhomme. Vous serez toutes les trois en dédicace dans l'attente des auteurs juste après la fin de cette rencontre. Je vous remercie d'avoir été là pour discuter de ce sujet qu'on n'a pas épuisé. Je vous remercie aussi pour votre présence et bonne fin de suite de festival. Merci. C'était L'incandescence de l'amour avec Marianne Chaillon, Chloé Delhomme et Léonore de Recondo, enregistré le dimanche 3 septembre 2023 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.